le grand dossier, la guerre, la paix n'a jamais semblé aussi lointaine dans la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky vise 30 000 pertes russes en août. Les deux camps se promettent déjà l'enfer pour l'hiver. L'Ukraine frappe à 900 km jusqu'au cœur de Roscosmos. On en parlera dans un instant. Moscou qui réfute toute trêve en mer Noire. Et Sergueï Lavrov qui menace l'Occident. Guerre d'attrition, hommes à bout, soldats étrangers, marins américains qui craquent. Et si certaines guerres étaient faites pour ne jamais finir? Rappelez-vous, c'était il y a un an à Anchorage, en Alaska. Écoutez Donald Trump. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'était très profond et je dirais que je pense que nous avons eu une réunion très productive. Nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. La plupart d'entre eux, je dirais, à l'exception de quelques points importants sur lesquels nous ne sommes pas encore tout à fait d'accord. Mais nous avons fait des progrès. Et on en parle avec nos invités autour de cette table. Bonjour Elisabeth Shepard-Selam, merci d'être avec nous, maîtresse de conférence, directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours, spécialiste défense et sécurité. Merci aussi à Vincent Crouzet d'être avec nous, expert en renseignement, écrivain, auteur du roman à paraître le 16 septembre, La marque des esclaves aux éditions de l'Animal dans la collection Service Action. Bienvenue à Sébastien Regnault, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences sociales et géopolitologue. Le général Chauvencier toujours avec nous, consultant géopolitique, et je salue aussi Marc Semo, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de 100 questions sur la géopolitique aux éditions Talendier. Je le disais, c'était donc il y a un an en Alaska, on en était là. Donald Trump sortait d'Anchorage optimiste. On avait le sentiment qu'on n'avait jamais été aussi proche d'un accord de paix. Je vous pose à tous la question, qu'est-ce que vous en pensiez à l'époque, Elisabeth ? À l'époque, on était ici à attendre quelque chose qui a un vrai résultat, parce qu'on se souvient quand même que Donald Trump lui avait fait la tapis rouge. On le voit sur il les lui images. avait mis sur un vraiment énormément de points qu'on pensait tous que Poutine allait saisir. Et on se souvient, à ce moment-là, il se barre, les Russes partent, ils ne mangent pas le déjeuner ensemble, qu'il y a une sorte de malaise chez les Américains, et en fin de compte, en fait, il n'y a rien. Et depuis, encore moins. Oui, Sébastien Regnault, on s'est collectivement trompé ? Moi, j'avais pas cru à grand-chose, parce qu'il y a un manque de volonté politique, c'est évident de part et d'autre. Il y a un manque justement de visibilité, de lisibilité sur ce que veut l'adversaire, sur les concessions qui sont faites, qui sont possible de trouver, et donc c'est pas une réunion, c'était une réunion qui avait duré que 3 heures, je crois, entre les deux présidents. Ça peut donner des signaux, des gages, etc., mais ça ne suffit pas à régler l'étendue des problèmes qu'il y a à gérer entre le monde russe et le monde occidental avec l'Europe, parce que maintenant, évidemment qu'on parle de l'Ukraine et c'est le cœur du sujet, mais il commence à y avoir des étincelles un petit peu partout en Europe, et ça pose un réel problème, et on est entraîné, je crois, à mon avis, dans une logique de bloc contre bloc dont l'Europe est la première victime. Marc Semo, c'était une illusion occidentale, ça, de penser qu'on était proche de la paix, d'y avoir cru ? C'est une illusion de Trump, il n'y avait que lui. Autrement, personne n'y a cru. C'est-à-dire, il y avait ce coup de Trump qui, à un certain côté, était assez naïf. Alors, Poutine était ravi, parce qu'effectivement, il avait frappé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il mettait le pied aux États-Unis, même si par ailleurs les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Il était traité sur un pied d'égalité, comme à la grande époque soviétique. Les deux grands décident du sort du monde, mais n'ont décidé de rien. Trump, à l'époque, avait repris le narratif russe, notamment sur l'idée on fait un cessez-le-feu, ensuite les Ukrainiens se retirent de ce qu'ils contrôlent encore des oblasts de l'Est afin de laisser l'intégralité de ces territoires revendiqués par la Russie aux mains du Kremlin, ce qui était évidemment inacceptable pour les Ukrainiens, et c'était tout. Ensuite, il a fallu pour les Européens remettre Zelensky à bord, reconvaincre Trump que non, il ne fallait pas acheter tel que le narratif russe vendu par Kirillev, qui était le patron du Front souverain russe, entre autres, et que les Ukrainiens ne pouvaient pas abandonner ces lignes de défense, parce que si effectivement ils abandonnaient l'intégralité des oblasts de l'Est, les Russes avaient la route ouverte ensuite vers Kiev. Donc ça a été une pure bulle médiatique. Vincent Crouzet, est-ce que la Russie aurait dû saisir à cette occasion ? C'est un faux pas stratégique ?
Je me souviens très bien cette nuit, c'est la dernière nuit blanche que j'ai passée, mais avec Thomas Misraki, on s'est terminé avec Elisabeth. Donc j'en ai un souvenir très précis, c'était vraiment la grande illusion. Poutine s'en est surtout servi en termes de reconnaissance internationale. Il avait besoin de revenir sur la scène internationale. Trump lui a offert ça sur un plateau. Comme le disait Elisabeth, le programme a été en grande partie ajourné, la moitié du programme a été ajourné, donc ça fait un énorme flop. D'ailleurs, ça a été un peu une humiliation pour Trump, qui était extrêmement mécontent. On l'a vu d'ailleurs donner une semi-conférence de presse où il était tout de même sur les dents, en voyant Poutine partir beaucoup trop tôt. Et finalement, depuis un an, que se passe-t-il ? Absolument rien. La Russie a peut-être gagné 60, 100 km², mais on est exactement sur le même paradigme, avec cette partie de ping-pong qui ne cesse pas entre Ukrainiens et Russes. Et effectivement, il y a un Zelensky plus offensif que jamais. Écoutez. Le rapport du commandant en chef des forces armées a défini de nombreuses mesures et moyens visant à renforcer les axes de Sloviansk et Konstantinivka. Je tiens à remercier toutes nos unités qui éliminent les occupants et repoussent les assauts et les infiltrations russes. Je compte bien qu'à la fin du mois d'août, le nombre d'occupants éliminés s'élève à au moins 30 000. Général Chovancy, il y a un an quand même, on évoquait la paix, il faut bien le dire, qu'on le veuille ou non. Là, on parle de 30 000 Russes tués en août. C'est Zelensky qui parle. Oui, alors c'est toujours, peut-être ça va choquer un peu ceux qui nous écoutent en disant, tiens, on va tuer 30 000 types ce mois-ci. J'avoue que ça peut faire réfléchir quand même sur l'intensité de cette guerre et le jusqu'au boutisme de cette guerre. Maintenant, comment savoir qu'il y a vraiment 30 000 tués, ça c'est un autre sujet. C'est pas. En revanche, pour revenir à ce qui s'est passé il y a un an, si on reprend la base des propositions qui avaient été mises sur la table pour négocier, aucune n'était réalisable. On se retrouve dans la même situation qu'entre l'Iran et les États-Unis sur le détroit d'Ormuz et la guerre en Iran. C'est à chaque fois des propositions qui ne sont pas acceptables ni par un camp ni par l'autre. À se demander à quoi servent les diplomates. Parce qu'en fait, c'est le boulot des diplomates de faire ce genre de boulot, de déterminer finalement les compromis. Donc on se retrouve avec 2 guerres, avec 4 belligérants qui sont jusqu'au-boutistes et qui ne seront sur rien tant qu'ils auront les moyens de faire la guerre. Voilà, on en est aujourd'hui. Les 30 000, c'est des morts et des blessés. Oui, peut-être. C'est énorme. De combattre, en tout cas. Pour une armée, quand vous mettez 600 000 hommes du côté russe en Ukraine, à 30 000 par mois, il ne reste plus grand monde au bout d'un moment. Voilà. Et surtout qu'on nous dit ça depuis 2-3 ans. Donc à force, je pense qu'il y a une certaine forme d'attrition. Et il y a la réalité. Voilà. Mais peu importe, on est dans le discours politique, osais-je pour pas dire un autre mot. En tout état de cause, néanmoins, on est bien dans cette situation, on a des belligérants, on fait des guerres, et on veut la destruction de l'adversaire à tout prix. Et là, est-ce qu'on est prêt à payer le prix ? Est-ce qu'on est prêt à l'accepter ? Est-ce que ces États vont pouvoir d'ailleurs survivre à cette destruction mutuelle ? Parce que de toute façon, il n'y a que des perdants dans ce type de guerre. Maxime. Il y a une différence quand même énorme qui s'est passée en un an par rapport à l'époque d'Anchorage. C'est qu'à l'époque, Trump était extrêmement pour le narratif de Poutine et le reprenait à son compte. Aujourd'hui, il y a quand même de la part de Trump un changement. Il s'aperçoit que Kiev a des cartes en main, contrairement à ce qu'il pensait, que Kiev est à l'offensive, que Kiev marque des points. Alors c'est loin d'être acquis, ça peut encore se retourner, etc. Mais disons, il y a eu quand même cette évolution des États-Unis qui sont quand même beaucoup rapprochés de Kiev, avec une Russie qui est toujours plus d'une certaine façon dans la fuite en avant, parce que Poutine est allé si loin qu'il ne peut pas aller encore plus loin et que tout arrêt maintenant, ça serait un effondrement. Et justement, on va retrouver Gwendoline de Bono en direct de Kiev. L'Ukraine va-t-elle contraindre effectivement Vladimir Poutine à une vaste mobilisation ? Gwendoline de Bono, dans la lettre de Kiev à Trump, on peut lire cette conviction: Poutine n'y arrivera pas dans le Donbass, il va mobiliser. Oui, alors en tout cas, c'est l'objectif de l'Ukraine, très clairement, quand vous en discutez avec les officiels ukrainiens, de faire en sorte que la Russie n'ait pas d'autre choix que de se poser la question. Et déjà, le fait que la Russie se pose la question, et ça plusieurs officiels ukrainiens nous l'ont dit, c'est une victoire. Parce qu'effectivement, le Donbass particulièrement, ce sont des batailles qui prennent vraiment énormément de temps. Là, on est encore sur la bataille de Konstantinivka, qui est l'une des villes, si vous voulez, qui constitue la forteresse du Donbass. Ensuite,
il y aura Slaviansk, Kramatorsk, ça ce sont de grandes villes, donc c'est sûr que ça va prendre du temps, et effectivement avec 30 000 personnels russes hors de combat, pas tués chaque mois, hors de combat, eh bien ça va devenir assez compliqué pour la Russie. Et puis par ailleurs, ce qu'essayent de faire les Ukrainiens, et ça c'est important aussi, c'est de créer, si vous voulez, des discussions au sein des élites russes sur la mobilisation, parce qu'il y a une partie des élites russes, notamment de ce qu'on appelle le bloc économique, qui s'oppose à une seconde mobilisation partielle ou générale. Donc il y a aussi cette idée de faire douter au sommet en Russie. Merci beaucoup Gwendoline de Bono en direct de Kiev. Merci également à Éric Josset pour la réalisation de ce duplex. Cet objectif de 30 000 pertes annoncé par Zelensky, est-ce que ça vous paraît crédible, Elisabeth ? Alors moi, je me méfie toujours des chiffres. Je disais, enfin, ça fait partie de la bataille informationnelle aussi de la guerre. Ceci étant dit, c'est peut-être pas le chiffre qui compte, mais cet objectif qu'on voit depuis un certain temps de forcer les Russes à faire face à la fois à leurs pertes, à la fois à la guerre pour la population, et surtout de faire peser cette guerre à ceux qui, enfin, aux populations qui sont en Russie, la Russie qui a quand même envahi l'Ukraine, mais qui n'avait pas, on va dire, subi cette guerre de la même façon que la population ukrainienne. On se souvient, cette opération spéciale, on va dire, cette protection que Poutine essaie de faire à sa propre population. Et aujourd'hui, les Ukrainiens ramènent cette guerre aux populations russes, que ce soit en termes de pertes, que ce soit en termes de l'énergie, que ce soit en termes même de wildberries. Sébastien Regnault, justement, ce message, 30 000 hommes en août, est-ce que c'est un message destiné à l'opinion, à Trump ou aux Européens ? Mais il y avait une statistique déjà qui existait depuis longtemps sur la perte de 30 000 personnes par mois, depuis plusieurs mois en fait. C'est quelque chose d'assez récurrent, c'est une machine de guerre qui est en route. Alors est-ce que c'est des morts, est-ce que c'est des blessés, etc. En revanche, ce qui est très important de souligner, c'est que le nombre de recrues est inférieur au nombre de pertes. Et c'est là où il y a un différentiel qui n'est pas du côté qui n'est pas favorable à la Russie. Clairement, la Russie perd des hommes sur ce terrain-là et n'en recrute pas suffisamment pour combler les pertes qui sont en place. Et puis il y a aussi la question des tirs en profondeur, et on voit vraiment une escalade vraiment à chaque fois que Zelensky prend la décision d'aller taper la Russie en profondeur vers des raffineries, etc. Il se met en danger, et il met en danger sa population, car le problème de cette guerre de part et d'autre, c'est la question de la défensive. C'est les deux pays, les deux belligérants sont capables de taper très loin en profondeur, mais ils sont pas capables d'avoir des pare-feux pour défendre les territoires, et donc il met en danger sa population, et on est vraiment, enfin à mon avis, quand même dans une escalade là. Vincent Crouzet, ça change la grammaire du conflit, ça ? Non, pas vraiment, parce qu'il y a très peu de plasticité stratégique du côté russe. C'est toujours la même stratégie, cette espèce de la stratégie du rouleau compresseur avec l'attrition en termes d'hommes. Le ratio mort-blessé, c'est 1 mort pour 1 blessé, ce qui, je crois, est unique dans l'histoire militaire mondiale. Je me tourne vers François. On était à 3-4 blessés pour 1 mort, oui. Donc, effectivement, c'est tout à fait unique. Alors ça, évidemment, c'est dû à la tactique, du moins à l'emploi d'élimination systématique du fantassin par les drones, qui laisse très peu de chance au fantassin, qui effectivement a de grandes chances de décéder. Mais on ne voit pas trop les Russes s'en faire dans cette stratégie. Je rappelle qu'au début du conflit, il y avait 400 000 fantassins russes dans l'armée fédérale russe, et aujourd'hui il y a plus d'1 million de fantassins qui sont sur la ligne de front, sur les 1200 km de la ligne de front. Et finalement, ça ne change rien du tout à la grammaire dont vous parliez. On rappelle quelques dizaines de kilomètres seulement conquis, ce qui n'est pas considérable compte tenu du sacrifice humain qui est consenti. Je voudrais justement qu'on écoute Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité russe. Alors on sait qu'il a un franc-parler, vous allez voir, il tape très très fort sur la jeunesse russe. Écoutez. Regardez le nombre d'imbéciles que Dieu a mis en lumière durant cette période très difficile et dramatique. Des imbéciles, enfin des jeunes, disons, qui ne comprennent même pas ce qu'ils font. Ils passent simplement leur temps à toutes sortes de choses, comme envoyer de l'argent. Bien sûr, c'est courant chez les jeunes, mais où est le problème ? Il faut simplement comprendre que beaucoup de gens ont des problèmes de cerveau. Général Chovancy. C'est le mépris pour sa propre jeunesse qui est impressionnant. Mais le vrai problème aujourd'hui au niveau du recrutement est que les gens en Russie
Alors, quel que soit le bilan mensuel de 30 000 morts, blessés, etc., voient la réalité, savent la réalité de cette guerre et qu'on n'y survit pas. Alors, jusqu'ici, ce qu'il faut voir, ce sont des volontaires. Des gens qui signent un contrat. Alors, parfois, il y a des lourdes pressions pour qu'ils signent le contrat, mais c'est des contrats en plus assez mirifiques. Vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'engagement, 2 000 euros par mois, c'est énorme. Mais ça dit beaucoup de choses aussi, ça aussi c'est une information. Et vous avez aussi des dizaines de milliers d'euros pour la famille, après la mort, si toutefois le corps est retrouvé. Bon, et il y a eu une véritable économie de la mort qui s'était mise en place en Russie, selon le mot d'un économiste d'opposition, NSF, parce qu'effectivement, il y avait des villages entiers dans les zones les plus paumées de Russie, les plus misérables, qui vivaient de ça. Sauf que cette mécanique-là, aujourd'hui, ne marche plus. D'où le fait qu'aujourd'hui, pour trouver de la chair à canon fraîche, on a épuisé les prisonniers, on a épuisé les jeunes qui pourraient y aller, etc. Ils en sont réduits justement à cet accord avec la Corée du Nord. Oui. On parle de l'arrivée prochaine de 30 à 50 000 hommes, ce qui est quand même consistant, plus des missiles, et donc de cet élargissement de la guerre. Mais effectivement, à un moment ou un autre, la question de la mobilisation se posera. Et une fois qu'on mobilise, je terminerai là-dessus, on ne peut plus parler d'opération spéciale. Ce qu'on mobilise, c'est la guerre. Évidemment, Elisabeth. Deux choses. Alors, les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, bien évidemment, en Occident, mais on oublie en Russie aussi. On a vu beaucoup, on parle de ceux qui sont blessés, mais on a vu sur les réseaux sociaux russes des soldats qui reviennent de la guerre sans plusieurs membres, des bras, des jambes et autres. Ça affecte le recrutement. Les gens comprennent aujourd'hui ce que ça veut dire d'accepter ces contrats avec tout ce que ça implique. Et aujourd'hui, si vous êtes un jeune russe, on a déjà vu en début de la guerre certains partir, on risque d'avoir aussi d'autres essayer en tout cas de partir vers d'autres pays, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus se cacher la réalité de cette guerre. C'est difficile pour Poutine de cacher la réalité de cette guerre avec les réseaux sociaux et l'accès à Internet. Et justement, je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui se dit quand je vous dis que le ton monte entre les deux. Vous allez voir à gauche sur votre écran ce que nous dit la Russie. Voyez, c'est pas traduit, ce qu'ils nous disent, c'est on va geler l'Ukraine. Autant dire que l'hiver sera très compliqué. Et puis l'Ukraine de l'autre côté qui dit l'hiver sera très chaud. Voilà où on en est de tout ça. Général Chauvency. Oui. J'attendais la suite, si jamais. Non, mais tout est dit. Tout est dit. Non, en fait, d'abord, il y avait vers la victoire du côté russe, il me semble, si j'ai bien lu. En plus, me semble-t-il. Donc, de part et d'autre, on est convaincu qu'on ne va pas perdre. Je n'ai pas dit qu'on allait gagner, mais qu'on ne va pas perdre. Et que pour moi, depuis maintenant quelques semaines, je dirais depuis l'échec finalement de l'ultimatum de Zelensky d'amener Poutine à la table des négociations au bout de 40 jours. Parce que ça, on l'oublie un peu facilement là. Nous sommes à 51 jours. 11 jours après l'ultimatum, Poutine, il n'est pas là. Il fait des discours, on le voit en images. On a des frappes qui ont pris beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, en réponse aussi à ces 40 jours, on pourrait revenir sur la nouvelle guerre en mer Noire, sur les navires marchands. Mais dans les 40 jours, les Ukrainiens ont coulé un certain nombre de navires russes en mer Noire, qui étaient des navires marchands, transport de ce qu'on voulait, aussi bien céréales, et différents équipements. La riposte a été sur Odessa, et que ce que ne faisaient pas les Russes jusqu'à présent, c'est-à-dire il y a très peu de témoignages de navires civils partant d'Odessa avec des céréales qui étaient attaqués par les Russes. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de navires ont été attaqués, sinon coulés. Donc on est bien dans une situation aujourd'hui où on a une montée, non pas aux extrêmes, mais des tensions, une forte intensité dans cette guerre, avec l'idée, alors moi ce que je perçois, c'est qu'on est capable de frapper l'autre, mais qu'on n'est pas capable de se défendre, c'est quelque chose que vous avez dit il y a quelques instants. On n'est pas capable de se protéger, par contre on est capable de donner des coups à l'adversaire. Voilà, on en est pour les deux belligérants. Il n'y en a aucun qui est capable de dire je me défends et en même temps je tape. Et je dirais peut-être que celui qui arrivera à trouver la défense efficace pour justement neutraliser l'attaque de l'autre, là il aura peut-être gagné. Pour l'instant on n'en est pas là, mais on revient au débat sur les Patriotes et autres missiles solaires pour défendre l'espace ukrainien. Voilà. Et puis aussi la réaction des Russes pour savoir dans quelle mesure seront-ils capables de protéger tout leur territoire contre ces centaines de drones qui viennent frapper les raffineries. Alors ils en détruisent pas mal, mais on sait bien que sur 500 drones, s'il n'y en a que 10-15 qui passent, ça suffit pour faire du mal. La Russie, c'est grand. Oui, et puis l'aspect économique est extrêmement important. La Russie, première réserve de gaz au monde. Et puis on voit bien du côté russe, enfin du côté de Poutine, sa manière finalement non seulement de gérer la question ukrainienne, et puis les relations diplomatiques internationales. Il est allé se balader dans les îles
qui sont revendiquées par le Japon de l'autre côté de l'hémisphère de la planète pour provoquer le Japon parce que c'était des îles qui étaient que le Japon a perdu en 46 au moment de la défaite nippone à ce moment-là, et donc les Russes à l'époque, les Soviétiques avaient profité de la situation pour récupérer ces îles, et il a choisi ce moment-là, Poutine, pour aller faire cette première visite sur ces îles qui a choqué énormément les Japonais. Et on voit bien, donc, sur tous les théâtres, si vous voulez, on voit qu'il est dans une consolidation vraiment permanente de toutes ces frontières extérieures et dans une volonté d'expansion. Et on va retourner sur le terrain, retrouver Gwendoline Debono qui nous attend avec Éric Josset. Gwendoline, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, on finit par s'en mêler les pinceaux, a retrouvé une réelle capacité, on a l'impression, d'usure, ou est-ce que c'est une communication de guerre que le président ukrainien tient à mettre en œuvre à l'œil aux yeux du monde entier? Non, mais évidemment que Volodymyr Zelensky, ça fait partie de son travail de faire douter l'adversaire, de rassurer sa population. C'est pareil, je crois que c'était il y a 2 jours, il a dit voilà, nous avons un plan pour que Vladimir Poutine arrête la guerre. On sait parfaitement comment faire. Bon, ça fait partie de la communication. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'arriver à faire douter les élites russes parce qu'il y a des capacités militaires derrière. Il y a ces frappes dans la profondeur. Il en a parlé tout à l'heure, le président, mais les Ukrainiens ont réussi à frapper tout à l'heure à 800 km de la frontière ukrainienne pour aller toucher une entreprise qui est liée au programme spatial russe qui lance les fusées Soyouz. Ça, c'est une priorité pour les Ukrainiens. Indéniablement, il y a des choses que les forces armées ukrainiennes arrivent à faire et qu'elles n'arrivaient pas à faire auparavant. Il y a des choses qui sont en train de monter en puissance et c'est la tâche de Volodymyr Zelensky de mettre ça en valeur. Il n'empêche que sur le terrain, évidemment que l'Ukraine a beaucoup de problèmes et le premier d'entre eux sur le fait, comme vous le disiez en plateau, de ne pas arriver à se défendre, c'est qu'aujourd'hui tout le monde sait en Ukraine que quand il y a des attaques de missiles balistiques, et c'est le cas chaque semaine, il n'y a plus de protection offerte par l'État parce qu'il n'y a plus d'intercepteurs. Donc voilà, il y a une partie de la communication qui doit mettre en valeur les progrès ukrainiens et ils sont réels. Après, dans le pays, tout le monde est bien conscient des faiblesses qui pour l'instant n'ont pas de solution ici. Merci beaucoup Gwendoline Debono en direct de Kiev. Grâce à Éric Josset. D'après vous, Vincent Crozet, pourquoi est-ce que ces sites sont ciblés, Roscosmos en particulier ? Roscosmos, c'est intéressant parce que c'est le site de fabrication des lanceurs Soyouz et de toutes les fusées de Roscosmos. Alors, il faut expliquer ce qu'est Roscosmos. C'est l'équivalent du CNES chez nous ou de la NASA aux États-Unis ou bien de l'ESA en Europe, tout simplement. Alors, c'est pas le site c'est pas le pas de tir des vaisseaux Soyouz. Le pas de tir, il est au Kazakhstan toujours, à Baïkonour, et d'ailleurs en très mauvais état parce qu'il a été endommagé à l'occasion du dernier tir de Soyouz en novembre 2025. Mais néanmoins, c'est un endroit stratégique très important parce que non seulement on y produit les fameux Soyouz, mais on produit d'autres missiles et également des composants et également du carburant, du combustible de propulsion qui sert donc à l'industrie de défense missilaire russe. Donc c'est très important. Et puis surtout, ça touche symboliquement ce que la Russie a, de plus prestigieux dans sa grandeur. On se souvient de l'aventure spatiale russe, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en avril 1961. Et puis, c'est le dernier domaine dans lequel occidentaux et russes collaborent de manière très étroite. Vous savez, à l'heure actuelle, dans la station spatiale internationale, vous avez une astronaute française, qui est un officier supérieur de l'armée de l'air, Sophie Adenau, qui collabore avec des Russes et des Américains. Il y a une dizaine d'astronautes, je crois qu'il y a 4 Russes et 4 Américains. D'ailleurs, elle a rejoint l'ISS, la station spatiale, avec un Russe qui s'appelle Andrei Fadeyev. Alors, je ne sais pas ce qu'ils font exactement, je ne sais pas de quoi ils parlent dans la station internationale, mais je veux dire, c'était le dernier symbole un petit peu d'ouverture de la Russie au monde entier. Et le fait de frapper ce site qui, il faut le rappeler, donc est à 900 km de la frontière ukrainienne, qui est à 200 km au nord du Kazakhstan, donc Samara, c'est un symbole très très fort qui est touché. Alors, dans le même temps, on parlait effectivement ces éléments qui nous rappellent que la guerre est bien là et bien là. Moscou a rejeté aussi la proposition de trêve en mer Noire, la Russie qui souffre mais qui se permet de refuser. Pourquoi ? Mais
C'est toujours pareil, on est dans un espèce de rapport de force où chacun veut pouvoir... Il n'y a pas de concession possible, là, vraiment, je crois qu'on est un peu tous d'accord autour de la table. C'est-à-dire que pour faire la paix, il faut un minimum de compromis. C'est-à-dire qu'on est obligé de concéder quelque chose à l'adversaire de chaque côté, sinon il n'y a pas de compromis possible. Et là, aucun veut faire des compromis, donc on est dans des espèces de rapports de force permanents où il y a un peu cette tendance qui perd, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit peu la situation où les deux pays sont en train de perdre énormément dans cette situation et n'ont pas de sortie, n'ont pas de débouché de sortie du tunnel. Parce que Marc Semo, si je me rappelle bien, au début de la guerre, il y avait quand même un accord sur certaines marchandises. Il y avait un accord sur le blé en Myanmar. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la Russie et l'Ukraine sont parmi les deux premiers exportateurs mondiaux de céréales. 30%. Voilà. Et aujourd'hui, si les céréales sont bloquées, il y a des conséquences dans le monde entier. Oui. Il y a des conséquences notamment dans les pays où ils exportent, l'Égypte, beaucoup de pays africains, etc., augmentation du prix du pain, etc., donc avec des mouvements sociaux, voire des famines dans les pays les plus pauvres. Aujourd'hui, on est dans une situation où les Ukrainiens arrivent à peine par les voies de contournement, par le train ou bien en remontant le Danube, qui par ailleurs est à sec maintenant, via la Roumanie, à exporter 30% de leurs céréales, et tout le reste est en train de pourrir. D'où l'attaque qu'ils ont lancée sur Novorossiysk il y a quelques jours, où ils ont coulé 4 bateaux russes, plus détruit des silos, etc., pour leur montrer, voilà, nous, si on continue comme ça à nous bloquer en Ukraine, nous, on frappe. Et les Russes, en même temps, frappent en bombardant toujours plus souvent Odessa. Les bateaux, il y a eu une 50aine de bateaux ukrainiens qui ont été coulés par les Russes, et les Ukrainiens ont coulé ou touché une centaine de bateaux russes. Donc on est dans une situation d'escalade en mer Noire, et la ligne de la Russie est de dire on ne transige pas. La Russie est convaincue qu'elle a le temps pour elle, qu'elle a la puissance pour elle, mais surtout, il y a un élément nouveau qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui s'est passé dans ces 5 années de guerre, c'est que toutes les lignes rouges de la Russie ont été pulvérisées. Rappelez-vous, la Russie disait, si vous bombardez le pont de Kerch, ça va être l'apocalypse nucléaire. Medvedev, dans son rôle de bouffon, était parfait pour lancer de telles menaces, Poutine étant plus discret. Oui. Donc aujourd'hui, il y a pour les Russes une nécessité de retrouver une crédibilité de dissuasion, ce qui est une situation très dangereuse, parce qu'effectivement, ça peut les pousser dans une logique d'escalade, arriver à un truc inconsidéré. Et voilà. Alors justement, Sergueï Lavrov qui enfonce le clou, qui nous dit la guerre ne va pas s'arrêter, elle risque même de s'étendre. Écoutez son avertissement à l'Occident. Nous allons durcir notre méthode afin de démanteler tout ce qui, en Occident, alimente la machine de guerre de l'Ukraine. Et nous sommes déjà en train de le faire. À l'Ouest, cela fait grogner, gémir. D'ailleurs, ça n'est pas une coïncidence si de plus en plus de voix là-bas appellent à une trêve immédiate. Mais ça ne marchera pas. Nous ne nous arrêterons que lorsque les problèmes de fond seront réglés. Quant à s'arrêter là, à l'état actuel de la ligne de contact, ça n'est pas possible. Par rapport à nos grands-pères, nos arrière-grands-pères qui ont vaincu le nazisme. On ne peut même pas l'envisager. Bon, le message est clair, Vincent Crouzet. Vous avez parlé de réchauffement climatique tout à l'heure, juste avant notre plateau. Vous savez que dans la toundra sibérienne, le permafrost est en train de dégeler et libère de vieux fossiles, tel Sergueï Lavrov. Mais passer cette plaisanterie, il faut prendre très au sérieux ce que dit Lavrov entre les lignes. Et alors c'est amusant parce que là, il y a un éclair de lucidité où il dit grosso modo, on va pas pouvoir progresser. Les lignes sont un petit peu figées, gelées, mais en revanche, on va intervenir au-delà. Et là, finalement, il illustre toute la guerre hybride qui nous est menée et qui est illustrée d'ailleurs, qui s'illustre depuis 10 jours à travers les différentes menaces qui ciblent l'Allemagne et la Pologne, notamment. Et là, finalement, c'est un aveu de la part des Russes des attaques qui sont menées contre l'Europe occidentale. Elisabeth, Lavrov qui évoque une possible extension de la guerre à l'Occident, c'est une posture de dissuasion ou c'est une vraie escalade en préparation, selon vous ? Alors, je pense qu'il faut, et je rejoins ce que disait Vincent, je pense qu'il faut quand même ne pas penser qu'il va avoir des chars ni sur Riga ni sur Vilnius, mais cette guerre hybride dont on parle beaucoup, les sabotages, mais ils l'ont déjà ramené à nous avec toutes les, on va dire, les services de renseignement, Pologne, les pays baltes, même les États-Unis qui dit on a un risque jusqu'à les petits bonhommes verts qu'on a vus en Crimée qui arrivent chez nous. Et aujourd'hui, les pays baltes en particulier sont très inquiets. Cette semaine, on a
vu aussi cette question de drones en Lettonie, avec aussi le renforcement de tout ce qui est infrastructure critique, que ça soit énergétique, hydroélectrique notamment, parce que c'est une réalité. C'est pas une réalité peut-être en France, alors qu'on l'a vu quand même en Allemagne, et Vincent a raison de le soulever, mais dans les pays baltes notamment, c'est quelque chose qui vit au quotidien. Ils partagent une frontière avec la Russie et la Biélorussie, et c'est quelque chose qui se pose tous les jours. Ce qui est très préoccupant, c'est l'intensification croissante de telles attaques et leur changement de nature. C'est-à-dire, l'attentat avec le drone à Leipzig, qui a raté, s'il avait réussi, c'était un drone explosif pour la première fois, différent des drones qui jusqu'ici bloquaient les aéroports ou allaient filmer ou passer au-dessus de l'île Longue. Et avec potentiellement des victimes, puisque l'avion aurait... Le but était de le toucher à l'aile, où il y a les réservoirs de kérosène, et il transportait virtuellement des explosifs. Et donc, on est dans un vrai saut qualitatif de ces manœuvres de la guerre hybride. L'idée de la guerre hybride, de rester en dessous du seuil, c'est le déni plausible. C'est-à-dire, c'est pas nous, non, comment vous pouvez imaginer qu'on ait fait une chose pareille? Quand vous faites un attentat avec un drone, vous préparez un attentat avec un drone, avec du Semtex, qui est un explosif militaire, etc., ça devient très difficile de faire ce déni plausible. Sébastien Regnault. Oui, et puis il faut remettre tout ça dans le contexte géopolitique, avec la fragilisation des États-Unis aussi en Iran. C'est-à-dire qu'il y a quand même là un axe qui est en train de se créer entre l'Iran et la Russie via la mer Caspienne. On ne parle pas beaucoup de cette région, mais c'est une mer complètement fermée dans laquelle il y a des corridors logistiques entre l'Iran et la Russie qui sont extrêmement intenses. Et puis je voulais souligner entre Lavrov, Medvedev et Poutine une concordance dans la manière de présenter les choses. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une espèce... On déplore, par exemple, à Washington, souvent, l'absence de direction et puis les différences de point de vue entre les différents strates hiérarchiques, entre le président et le vice-président, par exemple. Là, on voit vraiment 3 personnes qui sont à la tête de l'État russe, qui parlent vraiment la même langue, le langage de la force, parce qu'il y a aussi, derrière tout ça, une fragilisation au niveau de Washington et un sentiment de vulnérabilité de l'Occident par rapport au maillon faible qu'est à la Maison-Blanche. Parce que vous parlez de la Lettonie, enfin des pays baltes, de l'attentat déjoué en Allemagne, etc. Tout ça, c'est des signaux qui ne sont plus seulement adressés à l'Ukraine seulement, mais à l'Occident tout entier, et l'OTAN, évidemment, derrière tout ça, avec en tête de pont les États-Unis. Et on ouvre Vincent. Je voulais juste abonder sur ce que disait Sébastien. C'est vrai qu'on ne montre absolument aucun signe de rapport de force très dur vis-à-vis de la Russie. Je rappelle, parce qu'on parle des pays baltes et de la violation constante par les appareils russes du ciel balte. Je rappelle donc qu'en novembre 2015, un appareil russe avait violé le ciel turc, l'espace aérien turc pendant 17 secondes. Un Sukhoi 24 avait été abattu. Ce qui n'avait pas empêché d'ailleurs Erdogan et Poutine de se voir 10 jours après et de faire la paix des braves. Absolument. Donc il faut faire peser un rapport de force. Allez, on ouvre une nouvelle page de votre grand dossier, la guerre qui dure. Ce sont des hommes qui s'usent. La guerre à hauteur d'hommes, ces derniers jours, vous le savez, ont été marqués par leur souffrance, notamment celle tout récemment des soldats de la 121e brigade de défense territoriale ukrainienne qui ont récemment diffusé une vidéo accablante. Regardez. Nous n'avons pas reçu de nourriture ni d'eau potable pendant 3 à 7 jours. Mes hommes n'ont rien reçu pendant 12 jours, ni eau potable, ni nourriture. Compte tenu de la situation, pour tenir le coup, nous buvons notre urine et attendons qu'on nous largue ne serait-ce que quelque chose. On a dit à nos proches et au commandement de notre bataillon que nous étions bien approvisionnés et que nous ne manquions de rien. Mais ce n'est pas vrai. Voilà, on est sur le front à Zaporijjia, pas de rotation, un manque de nourriture, un manque d'eau. Une affaire qui illustre l'usure extrême des combattants après 4 ans et demi de guerre. Elisabeth, ces images de ces soldats ukrainiens réduits à boire leur urine, est-ce qu'elles révèlent un problème de logistique ou un symptôme plus large d'épuisement tout simplement structurel dans l'armée ukrainienne? Alors il y a bien évidemment, après autant d'années de guerre, elles sont rares ces séquences comme celle-ci. Non, elles sont rares, mais c'est symptomatique de plusieurs choses aujourd'hui. D'abord, il parle aussi de fait qu'ils ne sont pas remplacés. Ce problème de recrutement qui touche et l'état-major ukrainien confirme qu'elle est authentique, cette vidéo. Oui, mais on a un problème de recrutement, et c'est pas limité à l'Ukraine. On en a déjà parlé sur la Russie. On pourrait en parler si on était en
guerre majeure en Europe de la même chose, parce qu'il y a des pays qui peinent à recruter. Il y a un problème de logistique, certainement. Aujourd'hui, alors, ils utilisent dans certains endroits des drones terrestres pour acheminer, mais il faut savoir que la logistique est aussi une cible. Donc, s'ils vont vers Zaporijjia ou dans certaines zones, c'est aussi un risque pour ceux qui vont acheminer la nourriture, l'eau et autres. Et donc, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent, il y a des problèmes, bien évidemment. Alors, c'est très difficile aujourd'hui, et on l'a vu aussi avec les États-Unis, et on en parlera certainement, mais toutes ces questions-là sont très difficiles en temps de guerre et en zone de guerre, où ils peuvent être frappés à tout va eux-mêmes. Général Chovancy, quand une armée en est à ce stade-là, comment est-ce qu'on peut maintenir une cohésion morale dans de telles conditions qui deviennent publiques? On vient de les voir. Alors, le problème, c'est que ça devient public. Oui. Ça a toujours existé, que ça existera toujours. Il y aura toujours des unités, des groupes de combat isolés sur le champ de bataille et qui n'auront pas tout ce qu'ils auraient dû avoir. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'on peut publier sous forme de vidéo dans le monde entier. Voilà, je vais mal. Rappelez-vous quand même, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, tous ces soldats russes qui étaient maltraités. On va y venir tout à l'heure. On va y venir dans donc un on instant. est dans la même situation. Donc en fait, je dirais que oui, ça peut impacter quand on le découvre comme ça, mais maintenant il faut revenir à la réalité des choses. La réalité des choses, toutes les guerres sont comme ça. Et à un moment donné, effectivement, on peut être détaché de sa logistique. La logistique, effectivement, pose un problème. Alors, je sais que j'ai lu un papier dans le Kiev Independent il y a 2 jours. On parle de 10 000 robots ukrainiens pour, justement, la logistique, ramener les blessés, justement, pour épargner la vie des hommes, parce qu'on a parlé de kill zone tout à l'heure. Oui, il y a une kill zone de part et d'autre d'une presque une ligne de front, c'est pas une vraie ligne de front, qui fait qu'aujourd'hui, pour apporter des munitions, parce qu'il y a aussi des munitions qu'il faut apporter, de l'eau, de la nourriture à 10-15 km, on peut mourir avant d'arriver. Voilà. Donc aujourd'hui, on a cette vidéo. Alors, je crois je ne pense pas que ça a été une bonne idée de la part de ces soldats ukrainiens de diffuser cela. Alors après, ils pourront toujours dire oui, il fallait qu'on le fasse parce qu'on est dans une situation difficile. Mais enfin, quand je vois à peu près, alors ils sont fatigués, mais je vois qu'ils sont un peu anciens. Oui. Est-ce que c'est pas la territoriale ou je n'en sais rien, des gens d'une certaine ancienneté, mais peu importe. La situation est en temps de guerre. Rien n'est parfait. Et ce qu'on vient de voir, je dirais, c'est presque une contre-propagande vis-à-vis de l'armée ukrainienne qui a toujours mis en avant qu'elle a été toujours derrière tous ces soldats, qu'elle apportait toute la logistique qui allait bien et qu'elle la soutenait. Donc là, on a un cas concret qui dément, même si ce n'est que épisodique, le discours officiel. On a l'impression que tout le monde craque marque ses mots. Il y a 200 000 procédures ouvertes en Ukraine pour désertion ou ne pas s'être représenté, etc. Il y a un problème de recrutement immense, qui va de mal en pis, parce que, comme il y a un problème de recrutement, il y a un problème d'hommes, donc il y a un problème de rotation. La moyenne d'âge, et cette image le montrait très bien, sur les fronts en Ukraine, c'est 46 ans. C'est-à-dire, dès le début de la guerre, les autorités ont fait le choix, d'abord, de ne pas mobiliser en dessous de 27 ans au début, maintenant c'est en dessous de 25, pour préserver la jeunesse, qui était un choix diamétralement opposé à celui qu'avait fait la France en 14, dont les conséquences d'ailleurs après la guerre pourront être terribles, parce que effectivement ceux qui sont sur les fronts dans les tranchées, ce sont les gens d'un certain âge, les gens de province, les gens des campagnes, parce que ceux qui sont diplômés, etc., sont utilisés à raison pour la guerre des drones, les nouvelles technologies, etc. Donc ça va peser extrêmement lourdement. Et là-dessus, c'est quelque chose qui ne pourra que prendre de plus en plus d'ampleur et qui va gréver de fait, surtout si la guerre perdure, surtout s'il y a une mobilisation du côté russe, ce qui va profondément gréver la résistance ukrainienne. Et justement, Général, vous parliez tout à l'heure de ce soldat russe Alexandre Lounine, qui avait donc osé apostropher Vladimir Poutine, une vidéo qui a été vue plus de 10 millions de fois. Il menaçait même d'une mutinerie de l'armée s'il n'obtenait pas audience auprès de Vladimir Poutine. Écoutez. Vladimir Vladimirovitch, prêtez attention à ceci. Invitez-moi à vous rencontrer. Les conséquences seront très graves. Si je ne me rends pas bientôt au Kremlin pour m'exprimer en direct à vos côtés, l'armée retournera ses armes contre le Kremlin. Voilà, Vincent Crozet, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, mais en tout cas, on a l'impression que tout le monde a craqué un petit peu ces dernières semaines, un peu partout d'ailleurs. Non, on ne sait pas ce qu'est devenu ce malheureux Lounine. Ce que je remarque sur la vidéo, sur la forme, le fait que cette vidéo soit publiée et soit commentée publiquement par l'état-major ukrainien. Sur les Ukrainiens qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, absolument. Ça démontre aussi une grande transparence de la part de l'état-major ukrainien. Alors ça peut apparaître effectivement, comme tu disais François, comme une faiblesse.
faiblesses, mais c'est aussi un petit peu le visage de la démocratie ukrainienne. Voilà, on n'hésite pas dans les armées à commenter les forces et les faiblesses. D'ailleurs, Zelensky lui-même, il a fait une communication ce matin sur Twitter parlant des grandes faiblesses de l'armée ukrainienne en matière d'intercepteurs anti-aériens. Il donne des chiffres très précis, il fait part de ses demandes, il fait part de la pénurie effectivement de missiles. Donc, je veux dire, les Ukrainiens agissent un petit peu en transparence, ce qui n'est pas le cas du côté russe. Et pour revenir sur l'âge des combattants, c'est vrai que le choix de ne pas mobiliser les jeunes de moins de 26 ans, c'est un choix extrêmement judicieux, extrêmement sage, veillant à préserver toute une génération, mais aussi s'amputant effectivement d'une grande partie de la population pouvant prendre les armes. Et de l'autre côté, on a Medvedev, on l'a entendu tout à l'heure, on en a parlé, qui est en train d'affoler les jeunes Russes qui doivent être en train de demander des visas Schengen de tourisme à tire-larigot. Je vous rappelle que l'Europe a donné 520 000 visas de tourisme Schengen aux Russes cette année. 250 000 sont venus en France d'ailleurs. Si vous allez à Saint-Tropez, aujourd'hui vous allez entendre parler russe. Et je vous promets que les gamins qui sont en train de s'amuser à Saint-Tropez ou bien au Monténégro, ils sont pas prêts de rentrer chez eux. Parce qu'ils n'ont absolument aucune envie d'être mobilisés en octobre. Général Chovancy, historiquement les armées russes, elles ont connu déjà des moments de rupture morale. Est-ce qu'on en est là, à l'approche d'un de ces points de bascule là ? Pourquoi russe ? Parce qu'on était sur les Ukrainiens là. Non, mais on a entendu juste il y a Alexander Lounine justement. Vous savez c'est une image qui est quand même date un petit peu et que pour l'instant on n'a pas vu grand-chose bouger. Donc on est dans cette guerre des images où finalement aujourd'hui des individus peuvent s'exprimer par les réseaux sociaux et exprimer un point de vue. La question c'est l'importance qu'on leur apporte et l'impact qu'ils peuvent avoir. Qui sont-ils les uns ou les autres ? Personne. Nous, ça nous inspire, puisqu'on regarde. Évidemment. Mais que ce soit du côté ukrainien, même s'il y a une prise de position de l'état-major qui est tout à fait légitime, ou du côté russe, où finalement, il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir, bon, la situation est, pour le répéter, nous sommes dans une vraie guerre avec des cas humains. Et si on reprenait les bouquins d'histoire de nos anciens, de ceux qu'ils ont vécu en 14, en 40, ou en Indochine, ou en Algérie, on verrait beaucoup de témoignages de ce type-là, de personnes à un moment donné, on était tout seul, on ne savait pas quoi faire, on n'avait pas les munitions, voilà. Et ça, je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là. La guerre, elle est comme ça. La guerre, elle n'est pas, je dirais, aseptisée comme on voudrait qu'elle le soit dans nos capitales européennes qui sont bien en paix. Sauf que cette guerre, elle est déjà plus longue que la Première Guerre mondiale et que la Seconde Guerre mondiale. Et si on remonte en plus au fait qu'en Ukraine, elle a commencé en 2014, même si ce n'était pas avec la même intensité, on peut comprendre qu'une société soit profondément usée en même temps qu'elle reste mobilisée dans sa résistance. Oui, mais on peut parfaitement le comprendre, mais de toute façon, oui, c'est une guerre longue, et on en voit des frémissements, non pas de destruction, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment, avec cette montée aux extrêmes, avec un mot que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, qui est celui de l'attrition, l'attrition qui était au départ des équipements, ensuite qu'elle a été humaine, elle est maintenant économique, et tout ceci mis ensemble, ça va être l'attrition morale. Et à un moment donné, psychologiquement, est-ce que ça va porter ou non sur l'un des belligérants ? Moi, j'ai quand même l'impression que de part et d'autre, psychologiquement, ils sont très forts. Que ce soit les Russes ou que ce soit les Ukrainiens. Ils se ressemblent beaucoup. Et ce que nous, on ne serait peut-être pas capable de supporter aujourd'hui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est finalement l'expression, c'est pas qu'il ne veut pas se battre, c'est simplement qu'on n'arrive pas à gagner. Et comme on n'arrive pas à gagner, on voudrait bien qu'on trouve une solution politique. Et la solution politique, de part et d'autre, on n'en veut pas, puisqu'on n'est pas capable de se mettre d'accord. Et on revient à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et puis moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, les diplomates, ils sont où ? Bon, les diplomates ne sont pas capables aujourd'hui de trouver un rapprochement. On est vraiment dans la politique pure, sans, gérer ces médiateurs qu'on aurait dans d'autres conflits. Sébastien Regnault. Oui, revenir sur les choses. Mais les trois armées souffrent beaucoup. Là, on parle des Russes, des Ukrainiens. Là, on va bientôt parler, je crois, des Américains sur leur porte-avions. Une guerre, c'est dur. Et je voulais souligner ça avant que vous l'évoquiez aussi. On se souvient tous des récits des poilus dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. C'était absolument terrible. Cette guerre des tranchées qui a duré. Et donc, ce qu'on voit aussi et c'est là où, alors là, il y a une différence des cultures politiques d'un pays à l'autre et puis des systèmes arbitraires ou pas, c'est le degré de soutien des populations à ces mobilisations, à ces jeunes ou à ces personnes qui se battent pour leur pays. Et c'est là où il y a une différence d'un pays à un autre. On voit quand même du côté ukrainien quand même un soutien énorme. D'abord, ils sont dans une approche défensive, dans la défense.
défense, par définition, ça mobilise infiniment plus que l'attaque, par définition. Les Russes, il y a peut-être plus de distance entre les gens qui sont au front et puis les populations qui sont derrière, qui parfois peuvent se demander pourquoi on est entraîné dans une guerre aussi longue, une opération spéciale comme c'était prévu au départ et qui là dure quand même très longtemps. Et le moral des hommes qui est mis à rude épreuve. Il y a ceux qui craquent à des milliers de kilomètres de chez eux, à des milliers de kilomètres de l'Ukraine, à bord de l'USS Abraham Lincoln, on l'évoquait tout à l'heure, des Marines américains qui craquent après plus de 250 jours consécutifs en mer, dans le cadre évidemment de cette guerre en Iran, pénurie, conditions de vie dégradées, plusieurs tentatives de suicide rapportées ces derniers jours. Donald Trump, lui, qui balaie les inquiétudes d'un revers de main. Écoutez. Les membres des familles des militaires américains s'inquiètent des conditions à bord de l'USS Lincoln. Non, elles ne sont pas inquiètes. Ce bateau est utilisé en ce moment et très bientôt, il sera remplacé par un autre, très similaire. Le déploiement a-t-il duré trop longtemps ? Non, pas assez longtemps. Non, Vincent Crouzet, visiblement, ça l'émeut pas beaucoup. Ah non, lui il joue au golf aujourd'hui, sous la protection de l'armée américaine, d'ailleurs des batteries Avenger de l'armée américaine, donc effectivement ça le touche pas beaucoup. Et puis alors, deuxièmement, il n'a pas fait son service militaire, il a échappé à la guerre du Vietnam avec un faux certificat médical, et il pète dans la soie à Mar-a-Lago et à la Maison Blanche. Alors c'est indécent vis-à-vis donc de l'armée américaine. Là je vais me tourner vers Elisabeth, dont une partie de la famille a servi quand même. Votre président, Elisabeth. Toute la famille a servi dans l'US Army. Je pense que, en ce qui concerne les vétérans et les hommes qui servent à l'heure actuelle l'US Army, je trouve ça extrêmement dégradant. Alors là, pour le coup, c'est pas l'US Army, c'est la marine, c'est les corps de marine, et la marine. Et pour le coup, j'en ai parlé avec des anciens et d'autres familles de militaires, parce que mon père était effectivement corps des Marines. Effectivement, dans une guerre, c'est difficile, mais là, on n'est pas vraiment dans une guerre, on est dans une sorte d'attente avec beaucoup de problèmes de logistique, là, pour le coup, qui sont liés au fait que donc la base à Manama, donc la base de 5e flotte, est injoignable. C'est là où ils auraient fait la logistique. Donc, si j'ai bien compris, ils sont en train de faire de la logistique de Diego Garcia, qui est un peu loin pour ramener des fruits frais et de la viande. Mais cette question de la santé mentale, il faut savoir que normalement, un porte-avions américain, toutes les 30 à 45 jours, ça marre pour que pendant 2 jours, les marins et les marines... On va y revenir avec William dans un instant. Sur Donald Trump en particulier, sur cette analyse-là. Sur cette analyse, mais il n'a pas servi, il ne vient pas d'une famille militaire, alors qu'aux États-Unis, beaucoup de familles sont des familles de militaires. Il n'a jamais eu de respect pour les militaires américains. On se souvient, quand il était en France, ne pas vouloir aller à la cimetière parce que vous comprenez, c'est des losers. On se souvient quand même comment il a traité John McCain, sénateur de loser, alors que c'est un grand héros national aux États-Unis. Il n'a aucun respect. Hier, il y a eu énormément de réactions dans les familles et dans le milieu militaire. C'est juste honteux pour le commandant en chef de parler ainsi. Il faut savoir que le seul qui, je pense, s'est déplacé un peu sur ces engins, alors que souvent on a vu Bush et autres, c'est Pete Hegseth, mais plutôt pour faire de la muscu que pour s'inquiéter des soldats. Des troupes. Général Chauvency, c'est vrai que Donald Trump n'a pas franchement bonne presse au niveau des militaires. Il les malmène quand même beaucoup. Je ne sais pas si la bonne presse, parce qu'il me semble quand même que l'armée américaine serait quand même un peu trumpiste, un petit peu... C'est très paradoxal quand même. Même s'il y a eu un dégagement de quelques généraux qui n'étaient pas assez, me semble-t-il. Mais je crois que le discours de Donald Trump, quand même, de donner beaucoup d'argent à l'armée, c'est quelque chose qui peut porter. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est ce qui vient d'être évoqué, un commandant en chef, pour bien reprendre le terme, doit respecter les gens qu'il commande. Et en l'occurrence, les propos qui ont été entendus, comme d'autres dans le passé, montrent qu'il n'a aucun respect pour les militaires en tant que tels. Alors c'est bien de dire, oui, la meilleure armée du monde, nous avons des super mecs, des super armes, oui, mais l'expression orale dans le respect qu'on leur porte est essentielle. Et je crois qu'effectivement, là, il fait une erreur. Alors, est-ce que ça va toucher aussi son électorat ? Parce que quand même, un certain nombre de militaires votent, me semble-t-il. Et on revient au débat démocrate et
et républicain. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit, quand on est commandant en chef ou chef des armées, parce que ça peut se produire aussi, de ne pas respecter en parole les gens dont on a la responsabilité, surtout qu'on va leur demander un jour de les faire trouver la paillasse pour satisfaire des besoins politiques. Trump a toujours préféré le business à la guerre. Ah oui, ça, et il s'est fait élire en disant clairement ça. C'était son mantra, on est d'accord. Merci beaucoup, Général Chauvin. Si je vous libère, je sais qu'il faut que vous y alliez. En tout cas, pour expliquer les difficultés rencontrées sur l'USS Lincoln, il faut remonter, William Delesseux, au tout premier jour de la guerre. C'est ça, William ? Oui, c'est lorsque l'Iran a endommagé une base américaine dans le Golfe. Le porte-avions dépend aussi pour sa logistique de la base de Manama à Bahreïn. Révélation du New York Times aujourd'hui, des arbitrages effectués par les États-Unis après cette toute première frappe et qui pourrait expliquer pourquoi la mission de l'USS Lincoln s'est ainsi éternisée. On est à près de 9 mois en mer avec des conditions de vie dantesques. On va y revenir. Nous sommes donc le 28 février, premier jour de la guerre. L'Iran choisit pour cible cette base de Manama à Bahreïn. C'est le QG de la 5e flotte américaine, 9000 hommes, présence continue depuis 1948 et c'est une base formelle depuis 71. Seule grande installation navale permanente des États-Unis dans le Golfe, à la fois commandement, hub logistique, port d'escale pour les équipages. Il a donc fallu se redéployer ailleurs. Cette base attaquée, le Pentagone s'est donc rabattu sur Diego Garcia, une base sous commandement britannique située au sud des Maldives, à environ donc 3500 km du détroit d'Ormuz, de la zone d'opération, une base que le Royaume-Uni a louée aux États-Unis et donc, d'après nos confrères du New York Times, le hub de Manama étant hors service, il faut pour les soldats rester à bord du porte-avions. Ils sont difficilement ravitaillés, les avaries techniques lourdes ne peuvent pas être réparées, la base de Diego Garcia étant, vous l'avez vu, beaucoup trop loin. Et justement, l'Iran a donc indirectement, William, détérioré les conditions de vie à bord de ce porte-avions. Exactement, le Lincoln est devenu un navire en vase clos, 9 mois sans escale à terre pour les 5000 marins à bord. Voilà une des explications de la détérioration de la santé mentale signalée par les sénateurs démocrates américains. Selon le média spécialisé Navy Times, 2 marins auraient tenté de mettre fin à leur jour en se jetant par-dessus bord. Problèmes de sanitaire, de plomberie, insalubrité. On ne les compte plus et la pression psychologique sur l'équipage s'accroît dans le même temps. Sachez que le règlement autorise un beer day, jour de la bière, littéralement, pour chaque soldat qui a droit à 2 bières, donc tous les 45 jours, en l'absence d'escale à terre pour se reposer. Cela fait donc 5 beer days que les soldats auraient pu avoir. On ne sait pas d'ailleurs s'ils ont été accordés à bord ou non. La base américaine dans l'océan Indien et qui plus est dans le viseur des Iraniens. Des drones ont été signalés à proximité cette semaine. D'après des spécialistes, il pourrait s'agir de la Russie pour fournir du renseignement ensuite aux Iraniens. En mars, 2 missiles balistiques iraniens de portée intermédiaire ont été tirés vers cette île. Ils ne sont pas tombés sur la base. L'un d'eux a été intercepté. Regardez ces photos, ce sont les rares disponibles de cette base de Diego Garcia. On a même retrouvé une photo de 2001. Les États-Unis se servaient déjà de cette île comme d'une base. C'était au début de la guerre en Afghanistan. Et merci beaucoup, William Delesseux, pour ce point complet. Sébastien Regnault, comme l'a dit William, est-ce que c'est parce que cette logistique a été sérieusement fragilisée par les frappes iraniennes ou est-ce que ce n'est pas aussi un déploiement peut-être trop long ou mal calculé ? Alors c'est les deux, je pense que c'est vraiment les deux. Il y a eu un repli de l'armée américaine, il y a eu 16 bases américaines qui ont été détruites par les Iraniens pendant cette guerre, donc c'est beaucoup. Et c'est un des enjeux extrêmement importants du détroit d'Ormuz. On parle beaucoup des bateaux qui passent, des bateaux civils, des pétroliers, des tankers, etc., pour l'économie mondiale. Mais l'une des raisons principales et majeures pour lesquelles les Iraniens veulent bloquer le détroit d'Ormuz, c'est pour empêcher l'entrée de bateaux militaires américains pour réapprovisionner justement ces bases au Qatar, à Bahreïn, au Koweït, etc. Parce que dans toute la péninsule arabique, il y a tout au long des côtes du Golfe Persique des bases américaines qui ont été donc extrêmement endommagées. C'est plusieurs milliards de dollars et la question pour les Américains de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir justement réapprovisionner, réorganiser ces bases. Déjà, est-ce que les pays du Golfe vont accepter que ces bases restent chez eux dans la mesure où ils ont considéré que ces bases avaient servi pour attaquer l'Iran alors qu'elles avaient été vendues par les États-Unis pour les défendre, et puis en plus qu'ils ne les aient pas défendues puisqu'en fait c'est pour la raison pour laquelle ils avaient ces bases-là chez eux qu'ils ont été pris sous le feu iranien. Donc là, il y a vraiment un repli américain, donc plutôt vers la Jordanie, plutôt vers Diego Garcia,
Garcia, qui fait que, évidemment, maintenant, les porte-avions sont les dernières îles flottantes, en fait, de l'armée américaine pour pouvoir toujours imposer ce blocus sur les ports iraniens. Vincent Crouzet, un équipage à bout comme ça sur un porte-avions nucléaire, jusqu'où ça peut affecter la capacité opérationnelle réelle du bâtiment ? Écoutez, il y a près de 300 métiers à bord d'un bâtiment pareil. Ils sont entre 4000 et 5000, dont un contingent de Marines d'à peu près 2000 combattants. Évidemment, le métier le plus spectaculaire, le plus engagé, le plus sensible, le plus exposé, c'est celui donc des pilotes de chasse F-18 Hornet, qui ont besoin d'être dans une condition optimale pour déjà être catapultés, ensuite combattre et aller bombarder les côtes iraniennes. Non, ça peut être très très dangereux. Vous savez, il y a dans l'histoire de la fiction américaine, il y a les fameux révoltés du Bounty, en parlant de mutinerie. On se souvient de la mutinerie du Potemkin en 1905 à Odessa, justement, qui a préfiguré la révolution bolchevique 12 ans plus tard. Ça, c'est pas de la fiction, en revanche. Mais vous vous rendez compte, 253 jours aujourd'hui, 253 jours, sans voir les familles, les conjoints. Il y a la question de la tendresse. Je mets la tendresse entre guillemets avec pudeur, mais je veux dire, ce sont des hommes et des femmes, ne sont pas des moines. Ils sont engagés pour servir leur pays, pas pour vivre une expérience monacale de près de 8 mois à bord. Donc tout ça, ça pèse lourdement. Et ils vont rentrer. Il fait 45 cette région du monde. Oui, en plus il fait très chaud actuellement. Et puis ils sont exposés aussi ils sont engagés dans une mission de guerre avec tout de même effectivement des incertitudes qui pèsent sur eux, donc du stress qui vient s'ajouter à tout ça. C'est pour ça qu'il y a quand même eu une réponse par le secrétaire de la Marine qui est quand même assez importante. Ils sont en train d'envoyer, alors que le président dit qu'il n'y a pas de souci, ils sont en train d'envoyer des psys et aussi des psys et des assistants sociaux pour aider justement parce qu'effectivement il y a des vrais problèmes opérationnels s'il y a autant de problèmes de santé mentale. Oui, justement, il y avait le beau-père d'un soldat qui disait ces derniers jours qu'un médecin était venu à bord et qu'il avait dit si on les laisse encore plusieurs jours comme ça, ils sont en train de réagir. Ils vont perdre la tête. Et Marc, mais le problème, c'est qu'en plus, ça entre en contradiction avec le nouveau dispositif qui a l'air de se décider de la part de Donald Trump, qui est celui de la guerre longue, pour être avec un blocus naval iranien pour étrangler l'économie iranienne. Et donc là, effectivement, le vrai problème, c'est que toute la logistique était de l'autre côté et reste de l'autre côté du détroit d'Ormuz, et la question du passage des bateaux, elle est là. C'est-à-dire, effectivement, vous êtes là sous le tir des missiles iraniens. Donc il y a de ce point de vue-là un blocage total. Alors la question est pourquoi les Américains n'ont pas utilisé, parce qu'ils ont aussi une base à Djibouti, qui a quand même le mérite d'être beaucoup plus près que Diego Garcia. Donc au moins pour certaines choses, parce que c'est une base beaucoup plus petite, est-ce qu'ils auraient pu l'utiliser ? Par ailleurs, juste un point, ce problème du blocage du détroit d'Ormuz et des bases qui sont derrière nous concerne nous aussi. On a quand même une base à Abu Dhabi. Oui, bien sûr. Sébastien Regnault, la première puissance militaire mondiale, qui voit ses marins tenter de se jeter à l'eau, clairement. Est-ce que c'est un symbole de surchauffe stratégique ? Est-ce qu'ils ne sont pas sur trop de fronts en même temps aussi ? Vous savez, c'est le capitaine Kirk dans Apocalypse Now de Coppola qui dit la guerre, c'est pas une aventure, c'est la vie réelle sans les illusions. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire qu'on était parti dans l'esprit de Donald Trump dans une excursion, on n'est pas loin de l'aventure, et dans un monde un petit peu idéalisé dans lequel le régime allait tomber, le problème du nucléaire allait être réglé, etc. Et puis on se retrouve plusieurs mois plus tard à patauger dans le détroit d'Ormuz et sans avancer. Et je crois que pour la question de la santé mentale des marins, il doit y avoir aussi la question de savoir mais où est-ce que veut aller le président Trump, parce que avec ces changements de pied, nous on décrit un petit peu tous les jours sur les plateaux, essayer de voir un petit peu comment ils godillent dans la vie, parce que c'est vraiment de la godille. Et ben pour les marins qui sont engagés et qui veulent savoir pourquoi ils sont là et pour quel objectif et pour combien de temps, ben là pour la santé mentale des marins, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Et je crois que même à l'intérieur même les représentants, les commandants de ces porte
porte-avions ne sont pas capables de leur expliquer. Vincent Crouzet. Oui, Marc parlait à juste titre de la base américaine à Djibouti. Vous savez, il y a les Chinois, les Français, les Américains qui sont à Djibouti. À Djibouti, c'est au fameux camp L'Aumônier. Donc, il y aura à peu près 4000 Marines qui sont prépositionnés justement qui ont été prépositionnés éventuellement pour intervenir sur les côtes iraniennes s'il y avait eu un engagement d'hommes sur le terrain, boots on the ground. Le problème, c'est que eux aussi connaissent des difficultés de ravitaillement en raison justement des attaques sur Bab el-Mandeb et sur la porte des Lamentations, etc. Il y a un problème aussi de ravitaillement sur la base américaine de Djibouti. Donc petit à petit, malheureusement, et puis il va y avoir des problèmes de ravitaillement aussi sur les bases américaines dans le Golfe Persique. On parle notamment de l'eau potable qui arrive par conteneurs en grande partie maintenant, et en plus avec les problèmes des frappes sur les eaux, sur les usines de dessalement, va y avoir aussi de gros problèmes sur les bases vie américaines dans le Golfe Persique. Mais justement, ça pose aussi la question pour la France aussi. Comment est-ce que nous, on gère le risque d'usure mentale sur des déploiements longs là aussi nous aussi, on se pose la question. Alors, on n'est pas sur... nous, on n'est pas en guerre. Enfin, non, bien sûr, mais je veux dire, c'est une question aussi qu'on est en droit de se poser. C'est une question de principe, mais extrêmement importante. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles, pendant la Première Guerre mondiale, Pétain a réussi à aider la France à sauver la face pendant la guerre des tranchées, c'est parce qu'il a réussi à trouver des techniques, mais très opérationnelles, pour pouvoir approvisionner, regonfler le moral des troupes au moment où vraiment on était dans la pire des situations. Donc la question, oui, de la logistique, et en fait, c'est toujours aussi le rôle de l'adversaire, entre guillemets, dans un jeu de rôle, dans une guerre, l'adversaire va essayer justement de taper là où ça fait mal au niveau de la logistique, c'est-à-dire de couper vraiment les problèmes d'approvisionnement, d'alimentation. Mais vous voyez, ce qui est rappelé là je lisais un article dans Le Monde là justement sur les détails. C'est des détails. Il n'y a pas de laverie, il n'y a pas de shampoing, il y a des problèmes de dentifrice, il y a des problèmes. Vous voyez, c'est il n'y a pas d'eau chaude, il y a pas d'eau chaude, il y a des fuites, il y a des fuites. Il y a des moisissures dans les toilettes. Les repas sont absolument infects, ils sont complètement, ils sont périmés. Donc c'est vraiment, il y a de quoi, oui, dans des îlots comme ça où il y a énormément de monde, où les gens se côtoient matin, midi et soir, et il n'y a pas de voie de sortie. C'est extrêmement difficile. Ils ne sont pas très bons pêcheurs quand même dans l'US Navy parce que c'est quand même un océan assez poissonneux. Voilà, ils pourraient s'entraîner à la pêche. Non, mais plus sérieusement, on se souvient, puisque Sébastien parlait de la Première Guerre mondiale, mais on se souvient aussi des grandes mutineries dans l'armée française en 1917-1918. Il y a ce film célèbre de mémoire, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, qui est terrible, justement. Il faut se souvenir de ça. Et même donc dans une armée occidentale, des mutineries peuvent se produire. Là, on est plutôt dans la dépression que dans la mutinerie. Oui, mais néanmoins, on ne sait jamais. Non, mais si tu veux, dans un monde clos, en vase clos, imaginons ici à LCI que les gens soient obligés de passer 252 jours ensemble, sans être en état de guerre. Ça dépend avec qui. Non, mais je sais qu'Adi, vous adorez vos collègues. Oui, mais néanmoins, voyez, la cantine est très bien. Vous imaginez quand même le problème. On a une très bonne cantine à TF1 aussi, donc ça peut aider aussi. Et les sanitaires sont propres. Blague à part, guerre d'attrition en Ukraine, une guerre qui s'enlise aussi au Moyen-Orient. Une guerre, ça peut durer aussi des années. Aujourd'hui, à l'occasion des 80 ans de la libération, la Corée du Sud appelle à des pourparlers pour mettre fin à la guerre avec la Corée du Nord. C'est le président sud-coréen qui l'a dit. Écoutez. Nous allons nous engager dans un processus visant à mettre fin à l'état de guerre et à transformer le régime d'armistice instable qui prévaut dans la péninsule coréenne en un régime de paix. Mettons de côté nos intentions de menacer l'autre et ouvrons des discussions pour mettre fin à cette longue guerre, en tant que partie directement impliquée afin de mettre un terme à cette guerre qui dure depuis trop longtemps. Grâce à ces efforts, il pourrait également être possible de discuter de mesures efficaces pour stopper le développement des capacités nucléaires de la Corée du Nord. Voilà, le président sud-coréen qui propose donc un dialogue sans condition pour mettre formellement fin à cette guerre, techniquement toujours en cours depuis plus de 70 ans, faute de traité. William Delesseux, la guerre n'est pas terminée, contrairement à ce qu'on dit. Oui, et puis les faits très récents le rappellent qu'a dit, par exemple, lundi, il y a des exercices de grande ampleur, comme chaque année, côté sud-coréen, entre la Corée et les États-Unis, donc exercices conjoints pour simuler des attaques de la Corée du Nord, notamment exercices qui vont durer 11 jours. Je rappelle que la Corée du Nord, c'est une puissance
nucléaire dans la région, et elle a réagi tout de suite à ces exercices militaires. Elle a promis de franchir, je cite, un nouveau niveau de dissuasion pour le régime communiste. Ces exercices, il s'agit tout simplement d'une préparation à une invasion. On a toute cette rhétorique assez paranoïaque de la Corée du Nord, qui d'ailleurs n'a pas du tout réagi à l'appel du président sud-coréen à ce stade. Vous dire qu'il y a 18 000 soldats sud-coréens qui seront mobilisés dans ces exercices hors normes, 28 500 côté américain. C'est les contingents américains qui sont stationnés dans le pays. Ouais, autant dire que le temps des rapprochements semble loin. Oui, on va regarder quelques images. En 2019, peut-être que certains autour de cette table s'en souviennent, Donald Trump, qui était dans la DMZ, vous savez, cette bande démilitarisée, c'est pas facile à dire, de 4 km entre les deux Corées. Donald Trump qui avait serré la main de Kim Jong-un. C'était au lendemain d'une invitation via Twitter, à l'époque Twitter s'appelait Twitter, et de ce sommet, ce qui reste de concret de ce sommet, c'est simplement cette image. Oui, on s'en souvient. En 2018, l'année d'avant, il y avait eu un sommet conjoint entre les deux Corées, et même un accord avait été signé pour progresser vers une ébauche de paix, vers un rapprochement entre les deux Corées. Cet accord a été dénoncé il y a tout juste 3 ans, en 2023, par le président nord-coréen. On va voir quelques images de la DMZ pour qu'on se figure un petit peu de quoi il s'agit. C'est cette zone démilitarisée dans laquelle il y a une grande biodiversité, vu qu'il n'y a absolument plus d'humains depuis les années 50. Ça paraît hostile, effectivement. Oui. Il y a du harcèlement de la part de la Corée du Nord, puisque des bruits d'animaux sont souvent diffusés tout à fait pour déranger les voisins sud-coréens. La Corée du Nord envoie parfois des poubelles aussi de l'autre côté par ballon. Alors, normalement, tout cela s'est un petit peu arrêté il y a quelques mois, mais ce harcèlement continue. Il y a toujours cette menace qui plane et cette guerre qui est larvée. Merci beaucoup, William Delesseux. Merci infiniment. On vous retrouve dans quelques minutes pour le journal. Je salue Théo Clément qui est avec nous. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Vous êtes consultant international, spécialiste de la Corée du Nord. Cette main tendue par le président sud-coréen, est-ce qu'elle a la moindre chance d'être saisie par Kim Jong-un ? Alors bonsoir. Alors c'est une excellente question. Je pense qu'il y a très peu de chances que Kim Jong-un saisisse l'offre. Les Nord-Coréens ont été très clairs sur le fait qu'il n'y avait pas de dialogue qui était possible avec la Corée du Sud en l'état actuel des choses. Comme vous l'avez montré, alors vous avez parlé de Donald Trump, mais la diplomatie de Donald Trump vis-à-vis de Kim Jong-un s'enchâssait dans une diplomatie qui était très forte et très ambitieuse de la part de l'ancienne administration démocrate sud-coréenne, celle de Moon Jae-in à partir de 2016. Qui a été très ambitieuse dans son rapprochement avec le Nord, mais qui n'a pas été suivi des faits, et ce qui a énormément déçu les Nord-Coréens, qui ont, après la période Covid, complètement claqué la porte à tout dialogue. Néanmoins, le geste que fait l'administration sud-coréenne maintenant, l'idée d'aller vers la signature d'un traité de paix, est assez malin, même si ça n'a pas forcément beaucoup de chances d'aboutir, puisque donc l'administration sud-coréenne actuelle, donc plutôt de centre-gauche, a cette volonté d'avancer vers le nord. Ça n'a pas du tout fonctionné. Ça permet d'envoyer un signal à la base électorale, et ça met aussi la Corée du Nord en porte-à-faux vis-à-vis de sa posture qu'elle revendique comme étant pacifiste. Et la signature d'un traité de paix, c'est quelque chose que les Nord-Coréens réclament depuis des années. Donc ça permet de mettre la balle dans le camp de Kim Jong-un et de le placer dans une situation de refus, en fait. Marc Semo, vous vouliez réagir ? Oui, il faut voir ça dans le contexte aussi de l'engagement nord-coréen en Ukraine. Bien sûr. Du côté russe. Parce que si le régime de Pyongyang envoie 30 à 50 000 hommes, c'est pour aguerrir son armée, qui pour le moment n'a pas l'expérience du feu et du combat, et l'aguerrir pourquoi ? On est toujours dans la logique d'une Corée du Nord qui n'a toujours pas, effectivement, l'état de guerre reste entre les deux Corées, et rêve un jour de réunifier la Corée à sa botte. Et on est dans une situation où les autorités sud-coréennes, maintenant démocrates, beaucoup plus ouvertes, craignent quand même cette montée des tensions. D'autant que, comme vous le rappeliez très bien, il y a des manœuvres américano-sud-coréennes à partir de lundi. Et dans cette logique-là, ils espèrent, effectivement, ils mettent la balle dans le camp de Pyongyang, mais cela n'aura aucun effet. Et ce qui est en revanche en train de monter, c'est aujourd'hui en Corée du Sud ce débat sur est-ce qu'on peut totalement compter sur la protection américaine ?
comme en Europe, comme dans le Golfe? Et deuxièmement, est-ce que nous, Sud-Coréens, on ne pourrait pas obtenir finalement des Américains l'accord, parce qu'ils en ont techniquement les moyens, pour développer un programme nucléaire, non pas pour avoir la bombe atomique nécessairement, mais pour pouvoir être un pays du seuil face à une Corée du Nord, toujours plus nucléaire, et qui est toujours plus offensive. Théo Clément, comment est-ce qu'on classe aujourd'hui cette guerre de Corée? Je rappelle qu'elle s'est terminée en 1953. Hein. C'est un conflit gelé ou la matrice toujours active d'instabilité? Concrètement, qu'est-ce que vous diriez, vous? Ah non, c'est complètement la matrice d'instabilité. On a tendance à voir ça comme une espèce de reliquat historique complètement fini. Je peux vous dire que dans les mémoires collectives, et notamment nord-coréennes, c'est quelque chose qui est extraordinairement présent. En Corée du Nord, on parle encore de la Corée du Sud comme la moitié de la nation qui est encore occupée par les Américains. On n'est pas du tout dans cette idée que c'est un conflit terminé. Les Nord-Coréens ont longtemps demandé la signature d'un traité de paix. La question, c'est qui est-ce qu'on met autour de la table pour signer ce traité, dans la mesure où c'est pas une intervention américaine qui a eu lieu, c'est une intervention de l'ONU. Donc les Nord-Coréens voudront de toute façon mettre de côté les États-Unis, qui étaient pourtant un participant actif du conflit, justement parce que un des principes qui a été un des principes de leur unification et la pierre angulaire de la politique étrangère de la Corée du Nord, c'était que les questions coréennes ne devaient concerner que les Coréens eux-mêmes. Justement. Donc, en l'état actuel des choses, là où Lee Jae-myung, l'actuel président sud-coréen, fait à la fois cette politique très ambiguë de main tendue vis-à-vis de la Corée du Nord, signer un traité de paix, mais d'un autre côté, est enchevêtré dans un système d'alliance qui se manifeste aujourd'hui par des exercices militaires conjoints avec les États-Unis. Il y a peu de chances que les choses avancent vraiment. Elisabeth, c'est possible ça, un nouveau cycle de négociation sans les États-Unis? Je pense que les Sud-Coréens qui demandent beaucoup aussi cette proximité avec les États-Unis ne sera pas du tout d'accord et pour plein de raisons, y compris sur cette question nucléaire. Quand on a vu justement, quelqu'un parlait tout à l'heure de Poutine sur les îles Kouri, on a vu le Corée du Nord juste avant cet exercice de Corée du Sud des États-Unis tirer des missiles. On a vu le Japon qui commence à se réarmer, qui commence à se poser beaucoup de questions, y compris sur le nucléaire. Ces pays qui sont menacés à la fois par la Corée du Nord, mais aussi par toutes leurs amies dans la région, la Chine, la Russie. Je ne pense pas que demain ils vont être d'accord pour être assis à la table sans avoir, on va dire, des partenaires qui pourraient garantir leurs intérêts et les intérêts du Corée du Sud en l'occurrence. C'est un peu la mondialisation de la guerre d'Ukraine. Mais c'est ça, tout à fait. Avec des effets de métastase, d'abord le Moyen-Orient avec la guerre en Iran, et maintenant effectivement cette montée des tensions en Extrême-Orient, avec y compris cette visite de Poutine aux îles Kouril, qui quand même semble quasiment l'ouverture d'un front. Il y a une crispation, effectivement. Alors l'implication de soldats nord-coréens en Ukraine montre que Pyongyang n'est plus un acteur isolé. Vincent Crozet, ça complique encore davantage toute sortie de cette crise dans la péninsule. Je ne sais pas. Là, je voudrais parler un petit peu sous le contrôle de Théo Clément. Il paraît que l'un des programmes du président sud-coréen, Jae-myung, pardon pour la prononciation, c'était le pragmatisme, la croissance et justement le rapprochement constant avec la Corée du Nord. Donc justement, il est dans le prolongement de cette politique. Alors, la politique de la main tendue de la part de l'administration démocrate, c'est vraiment une politique signature, c'est parce que c'est attendu par leur électorat. Le but du jeu, c'est de tendre la main avec le Nord, avancer vers le dialogue, etc., tandis que la droite sud-coréenne est plus en faveur de la fermeté. L'énorme problème auquel fait face l'administration démocrate qui est actuellement au pouvoir en Corée du Sud, c'est qu'à chaque fois que des initiatives en direction du Nord ont été faites, elles ont été complètement ignorées par les Nord-Coréens. Je pense que côté nord-coréen, il n'y a plus d'intérêt en fait à rentrer dans des sites de négociation. D'abord parce que la Corée du Sud ne met rien de véritablement intéressant sur la table. On n'est plus du tout dans la situation de 2016 et de la précédente administration. La Corée du Nord était isolée, il y avait les sanctions, etc. Ici, on n'est plus du tout dans ce cas-là. Vous avez vu les images de la grande parade antifasciste de septembre 2025, où on avait Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un main dans la main sur la place Tiananmen. Ça annonçait un peu une nouvelle dimension. L'économie de la Corée du Nord aujourd'hui connaît un boom qui est absolument phénoménal grâce aux intrants russes, grâce à la coopération scientifique et technique, grâce aux livraisons de pétrole, grâce aux livraisons d'armes et de soldats nord-coréens qui évidemment sont rétribués par Moscou. Pour que Séoul réussisse à réintéresser, Séoul et les alliés
on va dire occidentaux et post-occidentaux, réussissent à intéresser la Corée du Nord à un dialogue véritable, il va falloir mettre beaucoup plus sur la table. Et là, clairement, personne n'est à cette volonté politique-là. Donc, clairement, je pense pas qu'il faille attendre grand-chose. En fait, c'est beaucoup trop tard pour revenir sur la question des sanctions. La communauté de chercheurs et d'observateurs, ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on explique que cette politique de sanctions et de sursanctions et de sanctions jusqu'à l'absurde ne mène nulle part. Je cite les propos de mon collègue John Delury, qui est de l'université Yonsei de Séoul, qui parlait déjà en 2014 de sanctions onusiennes qui étaient inutiles, contre-productives et dangereuses, parce que ça allait pousser la Corée du Nord vers une course en avant. Ce que personne n'a anticipé, c'était l'invasion de l'Ukraine et la divine surprise que ça allait représenter pour les Nord-Coréens. Donc là, on est dans une situation qui est vraiment absolument inextricable au moins d'un point de vue occidental. Il va falloir véritablement un changement de paradigme si on veut avancer. Merci beaucoup Théo Clément. Sébastien Regnault. Oui, on voit le pourrissement d'une situation où il y a un cessez-le-feu qui ne donne pas un accord de paix et le risque que cela peut avoir justement pour la guerre entre les États-Unis et l'Iran ou entre la Russie et l'Ukraine. C'est-à-dire que si il n'y a pas de situation, un cessez-le-feu, ça ne suffit pas à construire la paix. Il faut des diplomates, comme le disait le général juste à l'instant. Il faut vraiment rentrer dans un accord où il y a des concessions de chaque partie pour construire sur la durée. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission. Des guerres qui durent 10, 20, 70 ans. L'Ukraine, le Moyen-Orient, la Corée, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, le XXIe siècle n'a pas inventé les conflits interminables. Il les a tout simplement multipliés. C'est le constat qu'on peut en faire ce soir. Merci à tous d'avoir été en direct avec nous. Elisabeth Shepard-Selam, Vincent Crouzet, Sébastien Regnault, Marc Semo, merci infiniment. Général Chauvency aussi. Et Théo Clément, merci à vous d'avoir été en ligne, en direct avec nous. LCI est toujours en direct et c'est au tour de William Delesseux pour le journal. Bonsoir William. Bonsoir Kady, bonsoir à tous. Dans les Landes, les pompiers poursuivent leur lutte contre l'incendie autour de la commune de Luglon. 550 soldats du feu sont engagés pour tenter de contenir le brasier qui a déjà brûlé près de 1600 hectares d'après le dernier bilan disponible. Il date de ce matin. Vous découvrez les dernières images de nos équipes sur le terrain. 650 personnes, des habitants, des touristes ont été évacués. La préfecture du département doit refaire le point en fin de journée à voir si la baisse des températures a été favorable aux pompiers. Le parquet de Paris, à présent, ouvre une enquête sur le piratage massif du site des impôts après la cyberattaque qui touche près de 700 000 contribuables. Les investigations porteront notamment sur l'origine de cette fuite massive de données à caractère très sensible. Les usagers doivent être informés individuellement s'ils sont concernés. Un double séisme en Indonésie aujourd'hui après une première secousse de magnitude 7.7, une autre de magnitude 6.9 a eu lieu. Il y a au moins 40 morts d'après le dernier bilan. Et des bâtiments entiers ont cédé comme cet aéroport. L'armée et les secouristes sont à pied d'œuvre. Écoutez la réaction de cette rescapée malheureusement habituée à de tels drames. Le traumatisme est immense. Quand j'étais enfant, j'ai vécu le séisme de 1992, puis celui de 2022 et maintenant celui-ci. La peur est donc bien là, le traumatisme aussi. Le pire, c'est que nous avons de jeunes enfants à la maison. Nous sommes en train d'évacuer avec un bébé. Il est âgé d'environ 1 mois et demi. Enfin, 16 heures dans l'eau à la dérive au large de la Thaïlande. C'est un cauchemar vécu par une famille de Français. Un père de 50 ans et ses 2 fils de 5 et 7 ans ont été secourus après cet accident de jet ski. Vous le voyez, dans l'eau, les équipes de secours leur ont porté assistance. L'embarcation s'est retournée au large de l'île de Koh Samui. Ces Français sont sains et saufs. Julien Roux, Cécile Marchand. Un enfant accroché à l'avant d'un scooter des mers, presque entièrement immergé. Son père derrière lui et son frère à la dérive. Épuisés, mais tous sains et saufs. Le calvaire de cette famille française aura duré 16 heures, dont une nuit entière en pleine mer, dans une eau heureusement chaude en cette saison. L'accident s'est produit jeudi en Thaïlande, au large de l'île touristique de Koh Samui. Le père de famille de 50 ans et ses 2 fils de 5 et 7 ans avaient pris place à bord d'un scooter des mers qui s'est retourné 15 minutes après leur départ. Inquiet de ne pas les voir revenir à l'heure prévue, le loueur a immédiatement prévenu les secours qui auront mis 16 heures pour les retrouver. Tous portaient un gilet de sauvetage, mais selon le loueur, la famille se serait aventurée en dehors de la zone autorisée. Emmenés à l'hôpital de Bangkok pour examen, le père et ses 2 fils ont pu en sortir rapidement.
Selon les autorités locales, ils poursuivent leurs vacances plus que mouvementées en Thaïlande. À suivre sur LCI, c'est le 18-20. Yves Calvi et tous ses invités. Très bonne soirée à tous, à tout de suite.